Donc nous sommes dans cet itinéraire de réflexion en philosophie première pour aborder cette année, peu à peu, ce grand thème de la personne humaine, comme nous le verrons, la manière d'exister la plus parfaite dont nous ayons l'expérience. En philosophie première, la personne, nous le verrons, c'est une manière d'être, et non pas un principe. Mais je reviendrai sur ces questions. Mais aujourd'hui, j'aimerais, pour que nous poursuivions cette introduction dans cet effort de recherche, m'arrêter sur le mot personne. Et comme je l'ai dit, déjà ça va nous permettre de nous situer sur l'origine de cette réflexion sur la personne. J'ai dit la dernière fois que il est nécessaire, quand nous sommes en philosophie, de nous interroger, quand on aborde un problème, sur la manière dont il est apparu, donc peu à peu on l'a abordé. Et donc ça va nous envoyer vers la philosophie grecque, puis vers la manière dont notamment le christianisme a approfondi la notion de personne, en particulier à cause de la théologie de la très sainte Trinité, en particulier chez saint Augustin, dont on pense que il est un tournant majeur de l'utilisation du mot personne quand il s'agit du mystère de Dieu. Et on sait qu'il puise cela en particulier chez Cicéron. Mais pour le moment, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur le mot personne. Alors, quand nous sommes devant ce mot, la langue française est un paradoxe, si je puis dire. Parce que le mot personne signifie à la fois quelqu'un, voilà une personne, et quelqu'un dans un sens précis, nous reviendrons là-dessus, mais aussi on dit que y a-t-il quelqu'un à la porte? Non, il n'y a personne. Et la personne ici, c'est il n'y a personne. Et c'est tout à fait propre à la langue française. Or, ce qui est très intéressant, c'est que cette problématique, elle apparaît dans la pensée grecque chez Homère. Et évidemment, chez les Grecs, avec deux mots différents. Nous allons voir ça. Et chez Homère, c'est dans un texte extrêmement célèbre, dans l'Odyssée au chant 9, que Ulysse, dans son voyage, se trouve dans l'île du Cyclope, et enfermé dans la caverne du Cyclope, qui peu à peu dévore ses compagnons, va être confronté au Cyclope qui lui dit « Mais je te demande de me dire ton nom ». Donc je voudrais lire cet extrait du chant 9 de l'Odyssée, parce qu'on voit apparaître ici un mot qui se traduit par personne au sens négatif, il n'y a personne, un mot qui est un mot grec, et qui est tout à fait très concret en grec. Je lis très brièvement quelques vers du chant 9. C'est au vers 353. Le Cyclope dit ceci à Ulysse. « Verse-moi encore de ce vin délectable. » Donc Ulysse est en train de saouler le Cyclope pour que, si le Cyclope s'endort, il puisse échapper avec ses compagnons. En lui ayant d'abord, quand on lit ce chant 9, c'est assez violent, disons, il va s'échapper après avoir crevé l'œil du Cyclope avec un pieu d'olivier qu'il a longuement durci au feu. Et donc, on est dans ce moment très crucial, j'allais dire, où Ulysse, avec ses compagnons ayant été dans la grotte du Cyclope, s'y retrouve enfermé parce que le Cyclope rentre chez lui avec son troupeau, traite ses chèvres et ainsi de suite, et puis ensuite, il s'avise qu'il y a quelqu'un, et donc ça se termine par le fait qu'il dévore deux par deux les compagnons d'Ulysse. Et donc, Ulysse, cherchant une stratégie, verse du vin au Cyclope. Et le Cyclope trouve ça tout à fait délicieux. On va d'ailleurs voir qu'il va proposer quelque chose d'autre en retour. Et il lui dit ceci au vers 353. « Verse-moi encore de ce vin délectable et dis-moi quel est ton nom, afin que je te donne, comme étranger, un présent pour que tu te réjouisses. » Ulysse répond ceci. « Cyclope, puisque tu me demandes mon nom, je vais te le dire. Mais fais-moi le présent de l'hospitalité, comme tu me l'as promis. » Donc Ulysse essaye de négocier pour que
arrivé en étranger sur cette île du Cyclope, jeté par la mer, hein, et faisant croire d'ailleurs que son bateau a été détruit par la tempête, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il n'a qu'une peur, c'est que le Cyclope détruise son bateau, qu'il ne puisse plus repartir, donc il lui dit « Non, non, le bateau a été détruit, on est là, hein, on est des naufragés sur ton île, donne-nous l'hospitalité. » Voilà. Dans mon pays, on donne l'hospitalité, ainsi de suite. Donc on voit une question surgir sur laquelle je vais revenir, hein, le rapport entre l'étranger, avec l'étranger. Donc, fais-moi le présent de l'hospitalité comme tu me l'as promis, et Ulysse dit ceci, mon nom est personne. C'est personne que m'appellent et mon père, et ma mère, et tous mes fidèles compagnons. En grec, ici, ce qu'on traduit ici par personne, mais au sens négatif, il n'y a personne. En italien, nessuno. Qualcuno, nessuno. Là, il y a deux mots différents. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. La négation est présente. Alors, en grec, le mot qu'on emploie, c'est outis. Omicron, upsilon, tau, iota, sigma. Outis, c'est-à-dire littéralement non quelqu'un. Ou, c'est la négation. Tis, en grec, c'est quelqu'un, au masculin. Ça désigne une personne. Ti, c'est quelque chose. Tis, c'est quelqu'un. On dirait, c'est difficile à traduire. Donc littéralement, outis, littéralement, non quelqu'un. Donc c'est très rusé. Alors le Cyclope dit ceci, personne, donc comme s'il lui disait Pierre. Personne, c'est son prénom. Si quelqu'un se prénomme personne. C'est extraordinaire hein, comme manière de présenter les choses. Personne, lorsque j'aurai dévoré tous tes compagnons, je te mangerai le dernier. Tel sera pour toi le présent de l'hospitalité. Donc c'est assez glauque, n'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'Ulysse va dire, donc il faut que j'augmente le vin, hein, et puis une fois qu'il va ronfler parce qu'il est complètement saoul, eh ben, on a préparé une arme, et puis voilà. Et alors, un peu plus loin, dans ce champ neuf, hein, le Cyclope, une fois qu'il aura l'œil crevé, qu'il ne voit plus rien, va appeler les autres, il va hurler dans sa grotte, hein, fermée par un énorme rocher, où Ulysse est toujours enfermé, bon, il va appeler les autres Cyclopes à la rescousse. Et quand les Cyclopes arrivent autour de sa grotte, hein, sans ouvrir, ils lui disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il répond « Personne, alors si on traduit littéralement du grec, « Personne m'a tué ». Alors, en note des traductions, on lit toujours, hein, c'est difficile à traduire en français, parce qu'en français, on dira « Personne ne m'a tué ». Ben donc, si personne ne t'a tué, ben ciao, on s'en va. Hein. Et donc, alors qu'en réalité, il dit « Personne » au sens du... Il pense que c'est ainsi que s'appelle Ulysse. Un peu plus tard, hein, au chant 19, hein, Ulysse, Homère donnera l'étymologie du nom Ulysse, hein, le vrai Ulysse. Mais il se dit lui-même personne. Et donc, comme ruse, pour échapper à ce danger du Cyclope. Donc c'est intéressant que hein, le mot personne, au sens de non quelqu'un, c'est à la fois il n'y a personne et il y a quelqu'un. Parce qu'on verra, et qu'est-ce qui surgit comme thème ici, hein, qui nous approche peu à peu de la chose, c'est qu'il y a question du nom. Le nom, c'est lié à la personne. On sait l'importance du nom, jusque donc le nom d'une personne humaine, bien entendu. Hein, comment t'appelles-tu? Bon, on peut donner un nom à un animal, mais souvent ça suppose un lien assez amusant. Par exemple, je connais une personne qui a nommé son chien EHPAD, parce qu'elle dit que c'est son dernier chien avant qu'elle aille à l'EHPAD. Bon, EHPAD, bon, très bien, donc ça fait rire. Mais je connaissais quelqu'un, c'est plus classique, peut-être c'est une chose commune, mais quelqu'un qui avait appelé son chien Foulcan. Donc viens ici Foulcan. Bon, très bien, c'est amusant. Mais le nom désigne d'abord la personne humaine. On sait l'importance du nom que l'on donne à un enfant. Le nom, le prénom, comme on dit aujourd'hui, parce qu'avant le nom de famille n'existait pas. On s'appelait Dupont parce qu'on était Pierre qui habite à côté du pont. Ou on s'appelait Jules de Jacques, parce qu'on était le fils de Jacques. Puis peu à peu, c'est devenu ce qu'on appelle un nom de famille, un patronyme, c'est-à-dire un nom lié au père, qui se transmet.
Et on sait l'importance de la transmission du nom. Mais le prénom, ça désigne l'individu, avec quelquefois des prénoms de famille. De père en fils, on s'appelle un tel. Donald 1, 2, 3, n'est-ce pas? Junior, senior, etc. Bon, donc on voit bien la question. Le nom, dis-moi quel est ton nom, que je sache à qui j'ai affaire. Donc faisons cette question, soulevons cette question d'emblée. Le nom a rapport avec la personne, avec quelqu'un. Ce nom désigne quelqu'un. Et on sait, j'ouvre la question tout de suite parce que c'est capital pour la suite de notre réflexion, l'importance du nom quand il s'agit de Dieu. Jacob, quand il lutte avec l'ange, dit à cet ange qui exprime la présence de Dieu, dis-moi quel est ton nom. Et on sait que cette question avait été déjà soulevée par Moïse. Dis-moi quel est ton nom, parce que quand je vais aller trouver Pharaon, il me dira, mais quel est celui qui t'envoie? Et on sait que c'est la réponse extraordinaire de Dieu à Moïse au chapitre 3, verset 14 du livre de l'Exode. Je suis qui je suis. Mon nom, on ne peut pas le connaître. Je suis qui je suis. Et saint Thomas d'Aquin commentera ce verset en disant que c'est le mot le plus commun qui est utilisé pour dire ce qui est plus propre à Dieu. Le plus propre à quelqu'un, c'est sa personne. C'est ce qui le caractérise. C'est ce quelqu'un et pas un autre. Il est celui qui est. Et donc, d'une certaine façon, il n'a pas de nom. Et on sait qu'il y aura un traité des noms divins. Le traité des noms divins de Denis, que saint Thomas commentera, est la question de la théologie chrétienne qui s'intéresse au nom de Dieu. Et on sait que dans la tradition juive, le nom de Dieu est imprononçable. Alors on dit le Seigneur, on dit le Dieu des armées pour prendre une périphrase, mais le nom de Dieu on ne le prononce pas par respect. Et on sait l'importance des noms ou des attributs de Dieu dans la tradition islamique, musulmane. Le fameux chapelet des 99 noms d'Allah. On n'invoque pas le nom de Dieu pour rien. Sinon, c'est ce qu'on appelle le blasphème. Le blasphème, c'est quoi? C'est jurer avec le nom de Dieu pour quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je ne vais pas le dire, mais on voit très bien de quoi il s'agit. Donc, première question, dis-moi quel est ton nom? Et il répond par personne. C'est extraordinaire. Je ne suis personne. Et l'autre prend ça comme un nom propre. Le Cyclope. Donc, on voit que Homère, dans l'Odyssée ici, soulève, comme poète, quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est sous une forme presque mythologique, la rencontre avec le Cyclope. Un être monstrueux, d'une puissance, etc., qui dévore les compagnons d'Ulysse, donc il échappe à ça, avec la ruse d'Ulysse, on connaît comme c'est important dans la thématique de l'Odyssée, pour échapper au danger. Et il voile son nom tout en faisant croire que c'est son nom. C'est très intéressant. Et lié au nom, l'hospitalité. J'ai droit à ton hospitalité, donne-la-moi. Et l'autre répond, tu n'auras comme hospitalité que je vais te dévorer en dernier. Donc, c'est la question de, y a-t-il quelque chose d'universel? Qu'est-ce que c'est qu'accueillir l'étranger? Il est étranger par sa langue, par sa culture, par son aspect physique, par ses traditions, par son éducation, par que sais-je? Y a-t-il quelque chose de commun? Qu'est-ce que c'est que donner l'hospitalité? C'est le problème soulevé par Homère dans ce chant neuf. Donc quelqu'un, c'est à la fois quelqu'un d'unique et quelqu'un que l'on ne connaît pas en certaines façons. C'est pour ça que personne, c'est aussi, le nom désigne à la fois cache, parce que, comme nous verrons ça, c'est une problématique tout à fait intéressante, notamment qui est soulevée dans la pensée contemporaine par Lévinas, qui dit, mais la personne est à la fois ce qui se présente à nous et ce qui demeure toujours en partie inconnaissable. Qu'est-ce que c'est que connaître quelqu'un? Ça ne peut pas se définir une personne. Et comme, pour prendre une chose de façon tout simplement triviale au début, comme cela prend du temps de connaître quelqu'un. Et est-ce qu'on le connaît vraiment? Que connaît-on vraiment de quelqu'un? Quel lien y a-t-il entre ce que je vois, ce que je constate de lui, son apparence, sa langue, son éducation, sa façon de se comporter, etc. On peut développer ça, on peut le décrire. Mais a-t-on le droit de l'interpréter? Que dit-il de lui-même? Que dis-tu de toi-même? C'est ça que ça veut dire. Quel est ton nom? Qui es-tu?
Tu es à la fois un étranger et un familier, puisqu'on peut se parler. On voit apparaître ici un thème très intéressant, qui sera notamment au cœur de l'éthique d'Aristote. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à tous les hommes? Et même, est-ce qu'une amitié est possible avec des hommes qui viennent du loin? Et Aristote répondra oui. Il dit que même dans nos voyages dans le lointain, nous aimons rencontrer les autres parce qu'il y a une forme de philanthropie, c'est-à-dire d'amour fondamental de l'homme pour l'homme. Et Aristote dit que c'est même ça commun à l'homme et à l'animal. Un enracinement naturel dans la philanthropie, dans la sympathie, dans le fait de reconnaître dans l'autre quelque chose qui, tout en étant différent, m'est semblable. C'est bien une question qui va apparaître avec la personne. Il est quelqu'un d'unique et pourtant il y a quelque chose de commun entre nous, puisqu'on déjà on peut se parler, se rencontrer. On est capable de se choisir, on est capable de s'aimer, on est capable de coopérer, on est capable de coopérer ensemble, même si on est esclave et homme libre. C'est la question, par exemple, qui sera posée notamment par les latins. Quel est le statut juridique de la personne? Est-ce que l'esclave est une personne? Est-ce que l'homme libre, le citoyen en est une? Ça, c'est Cicéron qui posera cette question. Le statut juridique, le mot de personne apparaîtra chez les latins, le mot persona, notamment sur le plan du droit. Mais dans la philosophie grecque, c'est d'abord, vous voyez, au cœur d'une poésie, quelque chose de tout à fait fondamental et qui pose des questions d'emblée, j'allais dire, radicales. Qui es-tu? Quel est ton nom? D'où viens-tu? As-tu droit de mon hospitalité? Est-ce que je vais te dévorer? L'assimilation peut paraître quelquefois comme être dévoré par quelqu'un, parce que c'est vraiment ça l'assimilation, pour le coup, l'assimilation substantielle, c'est que l'autre est passé dans notre estomac, il n'existe plus. Donc, le cyclope refuse radicalement l'accueil de l'autre, puisqu'il va l'assimiler substantiellement. Je vais te dévorer comme j'ai fait pour tes compagnons, et ce sera mon dessert parce que ce sera en dernier. Le nom, donc c'est autour du mot outis. Et on voit Homère, c'est très tôt, c'est 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Avec ce thème du voyage. Ce thème de la mer, comme je l'ai dit dans d'autres cours. Ulysse voyage par la mer. Et l'Odyssée raconte son retour chez lui après la guerre de Troie. Tous les lieux par où il passe. Et il raconte son Odyssée, c'est-à-dire son voyage. Odos, il est passé par un chemin. Et sur ce chemin, dis-moi quel est ton nom. C'est une très belle question. Donc au-delà de ce mot, va apparaître, et ça prendra beaucoup de temps, d'une certaine façon, il y a le mot tout à fait premier, et il y aura le mot qui trouvera chez les stoïciens, d'ailleurs peut-être sous l'influence des latins, un sens qui va évoluer, qui est le mot prosopone. Prosopone, c'est d'abord, chez Homère précisément, le visage. Et Aristote lui-même, dans sa réflexion, souligne que l'étymologie du mot prosopone, c'est lié à la face, au visage, puisque pros, ops, ce sont les racines de prosopone, c'est littéralement ce qui est devant les yeux, devant le regard. Donc pour celui qui me regarde, c'est ce qui se manifeste à lui de moi, l'importance du regard, liée à cette question la présence, donc celle du sourire, etc., des questions qui ont été reposées aujourd'hui par Lévinas. Le visage à la fois présente et voile. Puisque derrière ce visage, que pense-t-il? On dit quelquefois que des gens ont précisément, et c'est la question précisément, il a un masque. C'est un thème majeur, puisque le dévoilement, le fait de démasquer, c'est précisément d'inviter quelqu'un à quitter le masque dont il se couvre pour se cacher. Il devient personne alors. Et à se présenter dans la vérité. Un thème soulevé par Platon, par exemple, dans le Gorgias. Donc, chez Aristote, il élabore d'abord l'étymologie du mot prosopone en disant c'est ce qui est placé devant, donc ce qui est devant mon regard. Donc c'est le rapport à autrui, mais c'est aussi pour celui qui a ce prosopone, ce qui est devant lui, c'est-à-dire la face. Ce qui est extraordinaire, c'est que je suis le seul à ne pas voir mon visage, à part que je me mette devant une glace. Mais c'est tout le problème du reflet, thème platonicien déjà. Mais si je n'ai pas de miroir,
Ce qui est toute une problématique, le miroir, hein, c'est un double virtuel, et en plus qui est à l'envers. Je ne me vois jamais en réalité. Donc, mon visage est ce qui me manifeste aux autres, et quelquefois les gens diront, mais quelle tête tu fais, dis donc? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette tête là, d'enterrement, ou cette porte de prison là? Ou bien, c'est quoi cette face réjouie là? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, et c'est ce qui fait qu'on va aborder un thème majeur du platonisme en particulier, la différence entre l'apparence et la réalité. L'apparence et la vérité d'un être. Donc prosopone, c'est d'abord ce mot, hein, le visage, la face, ce qui contient les yeux. Hein. Aristote détaille en disant les yeux, le nez, la peau du visage, etc. Et puis donc ma physionomie. Dans physionomie, il y a nomie. Et physio, c'est-à-dire la manière dont je suis conformé, constitué, hein, et qui me donne quelque chose à connaître de l'autre. On sait que jusqu'à aujourd'hui, hein, il y en a qui ont cette thématique invraisemblable, que dans certaines visions psychologiques, on veut tout interpréter à partir du visage. Hein. Alors il y a une discipline de la psychologie qui s'appelle la physiognomonie, hein, où on veut essayer de comprendre un caractère à partir du visage. Bon, et même, certains disaient la forme du crâne. Hein. On ne va peut-être pas rentrer dans ces questions qui ont abouti, y compris à des choses abominables, totalitaires. Hein. Il y a des théories au XIXe siècle sur la forme des crânes selon les races, qui sont épouvantables. Donc on sait bien ces questions-là. Mais c'est la question à l'origine, le visage et le quelqu'un. Je le reconnais d'ailleurs. J'ai vu cette personne, je reconnais son visage. Aristote dira que la figura de quelqu'un se reconnaît à son visage, à sa démarche et à son rire. Le rire de quelqu'un, il y a des rires chevalins, il y a des rires de lavabo qui se débouchent, il y a des rires explosifs, il y a des rires tonitruants, il y a des rires, ainsi de suite. Il y a des rires de roquet, il y a des pinces sans rire, donc ainsi de suite. La physionomie, la figura de quelqu'un, figura on retrouve le visage, mais c'est la manière dont quelqu'un se présente qualitativement. Ah, avançons un peu plus, quel rapport entre une personne et sa manière d'être au monde qualitativement particulière. La phénoménologie se penchera beaucoup sur cette question. D'où ce que j'évoque au passage, déjà à plusieurs reprises, de la position de Lévinas, qui a réfléchi beaucoup sur la question du visage, à cause de ça. Le visage à la fois présente et voile. Donc, soulève le problème du rapport entre l'extériorité, le visible, et l'intériorité. Est-elle dans un dualisme? Ce sera la position de Platon qui dira « l'homme, c'est l'âme ». Et pourquoi je mentionne ça? Parce que Platon, dans le Protagoras, parle du visage de l'âme. Prosopon tes psyches. Et ce visage de l'âme, c'est Socrate qui cherche à le préciser face aux sophistes, en particulier Prodikos, c'est la manière dont l'âme est manifestée qualitativement par les vertus cardinales. Le visage de l'âme, dit Platon, ce sont les 4 vertus que sont la tempérance, la force, courage, la justice, qui pour Platon sera la vertu principale, et la prudence, que Platon unit avec la sagesse. Platon ne distingue pas encore la prudence et la sagesse. Toujours est-il qu'il faut lire ce petit dialogue du Protagoras où Platon parle du visage de l'âme. Donc prosopone. Donc c'est extraordinaire que Platon qui dit que le corps ne fait pas partie de l'homme, hein, c'est présent dans tous les dialogues socratiques et encore dans les dialogues de la maturité. Puis dans la vieillesse, Platon réintègre certaines questions, mais peu importe ici pour le moment, soulève à la fois, alors qu'il rejette le corps, se sert d'une image du corps pour parler de l'âme. L'homme, son visage, c'est le visage de son âme. Ça, c'est ce que les stoïciens reprendront plus tard, mais nous y reviendrons. Hein, la manière dont quelqu'un, par son choix, ses choix d'ordre moral, manifeste qui il est, sa personne.
Alors, Aristote développe aussi cette question du visage, y compris à propos de l'animal, non pas du visage, mais à ce moment de la manière dont la physionomie d'un animal, dans les parties des animaux, l'histoire des animaux et de la génération des animaux. Puis, il y a une certaine évolution du visage, et on voit bien le problème posé ici. Je viens de l'évoquer au passage, mais je le précise un petit peu plus. Le mot prosopon signifie le masque au sens de l'acteur qui joue un personnage et qui, dans la tragédie grecque, avait toujours un masque pour manifester quel personnage il joue, y compris avec un rôle technique, qui est que le masque avait pour fonction aussi d'amplifier la voix. Donc il était fait de façon très, expressive, qu'on voit bien avec des traits particuliers et des couleurs particulières. Donc il joue ce personnage dans la tragédie, et puis une fonction d'amplification de la voix. Peu importe ici, mais c'est intéressant au passage d'ailleurs. La manière dont la voix de quelqu'un porte et dont on peut l'amplifier, alors aujourd'hui artificiellement, on le sait bien, avec des moyens considérables, alors que la voix, dans son élément naturel, dit quelque chose de quelqu'un. Dès qu'elle est amplifiée, il y a déjà quelque chose qui pose un problème. Si on entend quelqu'un parler naturellement et parler à travers un micro, comme c'est parfois différent, parce qu'on se rend compte que celui qu'on prend pour qui a une voix de tonnerre, en réalité, quand il s'exprime naturellement, il a une voix de petit garçon fluet. Donc c'est intéressant comme question. On sait que l'importance de la voix au Moyen-Âge dans la prédication. Aujourd'hui, il y a des moyens d'amplification, ce qui fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais c'est quoi parler sans amplification à des centaines de personnes? C'est autre chose que parler à quelqu'un dans un dialogue amical. Donc, il y a bien une façon de se présenter qui dit quelque chose de quelqu'un. Alors, c'est le passage du visage au masque. Et le masque, c'est le rôle joué par l'acteur, par l'individu, qui, précisément, il n'est plus un individu quand il est un acteur. Il joue un personnage. Donc, et là, il y a toute une réflexion à mener. Qu'est-ce que c'est qu'être acteur? C'est-à-dire, j'allais dire, endosser la personnalité du personnage que l'on joue. Quand on lit des entretiens avec des artistes qui sont acteurs de théâtre, de cinéma, et qu'on écoute ce qu'ils disent sur la manière de comprendre un personnage qu'ils vont jouer, parce qu'ils ont accepté, on leur a présenté un scénario, on leur a présenté un rôle à jouer, on leur propose un rôle, et la question c'est, est-ce que j'accepte ce rôle? Donc, est-ce que je vais savoir comprendre ou interpréter ce personnage, par exemple, historique, ou bien dans ce scénario, quel rôle joue ce personnage, qui est-il? Et il faut, j'allais dire, arriver à se couler dans sa peau, tel que voulu par l'auteur du rôle, pour le jouer, c'est-à-dire pour le représenter, c'est-à-dire pour le transmettre. Donc il quitte l'individu de tel acteur lambda qui est un tel né à tel endroit, et voilà, tout d'un coup il joue ce personnage. Et on sait que dans certains cas, comme c'est important, il y a des films dont on garde pour des années le fait que c'est cet acteur qui a joué ce personnage, et du coup on a compris ce personnage à cause de cet acteur, et puis joué par un autre, c'est plus du tout la même chose, du moins c'est une autre interprétation. Qu'est-ce que cet acteur fait comprendre de Hamlet? Et cet autre, et cet autre, et cet autre. Donc, arriver à interpréter. De là, par conséquent, et ce sera surtout chez les latins qu'on verra apparaître cela, le rôle joué par l'individu dans un groupe. Donc on passe du registre du théâtre, du jeu, du masque, à la fonction que l'on a dans un groupe. Donc, le rapport entre une fonction et le quelqu'un. On dirait aujourd'hui, chasseur de tête. On cherche quelqu'un pour ce poste. Convient-il? Étudions les CV. Mais ça suppose de connaître le quelqu'un. Est-ce qu'il va bien pouvoir tenir ce poste qu'on lui propose? Jouer ce rôle dans ce groupe qu'on lui demande? Est-ce qu'on va pouvoir lui confier cette responsabilité? Et donc, on se demande la relation entre la place que l'on a, on dirait la fonction que l'on a dans un groupe, donc c'est le rapport avec un corps communautaire. Donc, on est dans le domaine politique, et un individu. Une communauté est constituée d'individus très précis.
Il n'y a pas de communauté en soi, ça n'existe pas. Et donc quand un tel, dans cette communauté humaine, va prendre en charge, cette fonction, comment va-t-il l'habiter? Comment le président de la République habite-t-il sa fonction? On entend ce débat constamment. Certains vont jusqu'à dire « cette personne n'est pas digne de cette fonction ». Ou bien l'histrion qui est dans tel pays et qui défigure la fonction, qui devrait quand même garder sa stature, etc. Et là, on est devant un cirque permanent. Bon. Ou bien on est devant un dictateur qui se sert de la fonction pour s'arroger un rôle qui ne correspond pas à l'homme qu'il est, etc., etc. Donc on voit bien ce débat. Eh bien, il est posé dès l'Antiquité. Et le premier dont on pense qu'il l'a vraiment soulevé à cause du droit, c'est Cicéron. Et là, on passe du grec au latin. Et certains pensent que Cicéron, qui développe le mot persona en latin, l'étymologie du mot persona en latin, elle est parfois fantaisiste. Certains disent Perséphone, donc la déesse Perséphone, d'autres disent Perséouna, etc. Bon, on voit bien. Certains vont même jusqu'à dire que ça revient à la même chose que prosopone grec, parce que personare, littéralement, c'est sonner à travers. Donc, c'est-à-dire proclamer un rôle à travers le masque. C'est pour ça que je soulevais la relation entre le masque, l'apparence et la voix. C'est très intéressant. Donc, la persona, pour Cicéron, c'est le statut qu'a quelqu'un dans sa fonction. Sa dignité. La dignité de sa charge. Et le débat, l'individu un tel, correspond-il à la fonction, au statut que lui donne le droit? Et y a-t-il une dignité personnelle qui soit celle de tout homme? Donc là, il y a une question philosophique qui surgit. Est-ce que cet homme est réductible à sa fonction ou à son statut social? Lui, c'est un homme libre, c'est un citoyen. Lui, c'est un esclave. Ont-ils quelque chose de commun? Y en a-t-il un qui est une personne et l'autre non? Juridiquement, la question était celle-là. Un esclave, dans le droit antique, n'est pas une personne. Il est un bien. La fameuse distinction du droit romain entre les personnes et les biens. Les objets, comme on dit. Le sujet de droit et l'objet, qui est la propriété d'un autre. Cette question, elle est soulevée dans le droit romain. Et donc, la question, qui va peu à peu surgir. C'est pour ça que certains diront que la manière dont Épictète utilise le mot prosopone, donc au IIe siècle, fin du 1er siècle, début du IIe siècle après Jésus-Christ, Épictète emploie le mot prosopone pour désigner ce que les stoïciens appellent, ce que nous appelons nous la personne. Nous verrons dans quel sens. Pour le moment, je reste sur le mot. Quel est le sens qu'Épictète donne à la personne comme prosopone? Et certains pensent que c'est l'influence de Cicéron, qui est 2 siècles environ avant Épictète, donc le latin qui se réduplique sur le grec et influence le passage du prosopone, qui est le rôle, qui est d'abord le visage, puis le masque, puis le rôle, à la dignité de quelqu'un. C'est-à-dire, pour Épictète, nous y viendrons, la dignité de celui qui est maître de ses actes et capable de se gouverner, c'est-à-dire de choisir. Le lien que fera Épictète entre le prosopone, la personne, et la proairesis, c'est-à-dire littéralement le choix délibéré. On est donc devant une question d'abord d'ordre, après qu'elle soit une question artistique, la question du nom, puis la question artistique, du rôle, puis la question du statut juridique, c'est la question morale. Pour Épictète, la personne, c'est quelqu'un dont la dignité morale fait qu'il est maître de ses actes, il se domine, et il dirige ses actes librement en se distinguant de ce qui ne dépend pas de lui, et en exerçant librement ce qui dépend de lui. C'est tout le rôle de la proairesis dans la formation du prosopone, du quelqu'un qui a cette dignité morale. Donc là, on passe d'un registre
qui était avant tout artistique et juridique, à une question d'ordre philosophique. Qu'est-ce qui fait la dignité morale de quelqu'un? Je l'ai évoqué brièvement au passage, avec on pourrait dire cette ébauche de Platon, qui face aux sophistes, qui finalement, puisqu'ils ne cherchent que le pouvoir et la réussite, perdent la dignité, de la liberté de quelqu'un qui se gouverne indépendamment de la manière dont il est reçu. Où Platon dit le visage de l'âme, ça c'est bien ce qu'il hérite de Socrate. Mais ceci, ce sera au fond poussé dans le stoïcisme tardif d'Épictète, dans une réflexion sur qu'est-ce qui constitue quelqu'un. Et je note au passage que c'est le moment où en même temps, les stoïciens considèrent que l'homme n'est plus citoyen seulement d'une cité, mais à cause y compris des questions politiques, de l'Empire, d'abord grec puis latin, romain, la fameuse question de l'homme qui est dans l'univers, qui est citoyen de l'univers. On dirait aujourd'hui, qu'en est-il de la personne humaine dans un monde où on est devant la mondialisation, que d'ailleurs certains, au point de vue politique, remettent en question aujourd'hui. On voit réapparaître les frontières, l'apparition des nations, etc. Donc, quelle différence y a-t-il entre le citoyen et la personne? Quelle différence y a-t-il entre la personne et ses choix? Donc nous verrons que nous serons peu à peu à la frontière de la réflexion éthique et de la réflexion métaphysique. Quelqu'un a-t-il une dignité dans son être même? Alors, j'allais dire au-delà même de la bonté et de la malice de ses actes. Cette question apparaîtra même en théologie. Quelqu'un qui agit mal demeure pourtant quelqu'un. Comment voir la relation entre les deux? Quelle est la part de l'agir dans le « je suis quelqu'un » ? Alors, nous poursuivrons en passant au-delà du mot, ces deux mots grecs, outis et prosopone, ce mot latin, nous verrons comme il est chez Cicéron puis repris par saint Augustin en particulier, avec toute l'ambiguïté de la distinction entre la réflexion humaine et la réflexion théologique. Peut-on employer le mot « personne » quand il s'agit de Dieu? On sait que notamment les pères grecs sont très réservés sur cette question et préfèrent, quand il s'agit de Dieu, le mot « hypostase ». Les hypostases divines héritées du néoplatonisme. Ils n'emploient pas le mot prosopone. Et ils reprocheront à saint Augustin d'employer ce mot pour parler de Dieu. Donc voilà des questions tout à fait intéressantes, mais qu'au-delà du mot, nous essaierons de comprendre peu à peu, en voyant comment ça s'est forgé, avec bien sûr le tournant que nous connaissons bien dans la pensée latine, qui est celui de Boès, qui définit la personne à cause de la Trinité, comme une substance individuelle de nature rationnelle. Mais certains, dans la pensée contemporaine, refusent l'assimilation de la personne et de la substance. Pourquoi?